Etienne, vous avez essayé de télécharger le fond d'écran? Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à notre spécial masterclass mensuel du mois de novembre. Merci d'être là et ce soir, nous allons continuer d'apprendre. Nous allons apprendre ce soir avec des personnes qui se sont rendues disponibles pour nous accompagner dans cette belle aventure. Et tout de suite, je vais introduire cette merveilleuse personne très disponible qui a bien voulu modérer cette session spéciale. Vous allez me demander certainement qui il est ou qui elle est. Cette personne, c'est un leader de club qui a assumé tous les rôles en tant qu'officier de club. Vice-président aux relations publiques, vice-président aux adhésions, président de club. C'est un membre très actif et à chaque fois qu'il a été sollicité pour accompagner le district 130 dans ses activités, il est toujours là. Actuellement, il est l'assistant à la qualité de programme de la division H. C'est un homme de micro. C'est un homme qui adore la foi. C'est un homme qui aime la lecture. C'est un homme simplement du métier de la foi. Chers collègues, avec vous, je vous prie de bien vouloir recevoir avec des cœurs. Commencez déjà par envoyer les cœurs. Commencez avant que je ne prononce son nom, s'il vous plaît. Vous allez aimer sa voix. Vous allez aimer son sourire. Ah oui. En tout cas, il est charmant. Ça, je vous le dis. C'est notre cher collègue Thierry Lobé sous des ovations bien nourries, s'il vous plaît. Merci infiniment DTM Edith Cher pour cette modérateur. présentation. Merci, j'espère qu'on Très bien. m'entend, cher. Très bien, alors merci infiniment DTM Edith pour cette présentation. Je suis très heureux de participer à cette masterclass ce soir, ça fait plaisir. Merci de m'avoir sollicité. Il y a une valeur Toastmaster qui est très importante, c'est la valeur du service. Nous sommes au service les uns des autres, au service de la cause Toastmaster. Et donc, ça fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir. Et je vous prie, pour ceux qui le peuvent encore, de partager le lien avec d'autres Toastmasters, si on peut, pour qu'on soit un peu plus nombreux, parce qu'on a des choses à apprendre ce soir. On a beaucoup de choses à apprendre ce soir, parce qu'on est tous des Toastmasters et en tant que Toastmaster, on est venu se former. Et évidemment, en se formant, on peut devenir autre chose et on va en parler ce soir. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va accueillir ce soir notre formateur. Alors, moi, quand je pense à lui, je pense au terme pionnier. Parce que si vous voyez ce que c'est un pionnier, c'est simplement une personne qui commence. C'est une personne qui va venir déblayer le chemin pour d'autres personnes. Et donc, justement, au Bénin, c'est un des membres fondateurs du mouvement Toastmaster au Bénin. Et lorsque on ne pensait pas encore à Toastmaster au Bénin, lui, il y avait pensé déjà.
Et donc, il a été une de ces personnes qui a porté la torche, qui a porté Toastmaster au Bénin. Il est membre de Eloquentia Toastmaster Club de Cotonou. Et donc, comme je le disais, il fait partie des pères fondateurs de Toastmaster au Bénin. Et il est le seul qui, écoutez bien, pendant plus de 20 ans, a été hyper actif aux côtés des clubs qui le sollicitent. On parle ici de service, c'est vraiment un leader de service, leadership de service. Et donc, il est Toastmaster remarquable depuis 2014 et il est mentor de plusieurs membres, un rôle qu'il assume avec beaucoup de sagesse. Alors, vous allez vous me poser la question de savoir, mais qui est-il? Qui est-il? Qui est-il? Encore autre chose à apprendre de lui. Il est un expert en journalisme. Et s'il vous plaît, tenez-vous bien, il a été le directeur de l'Office de radio et télévision du Bénin. Ça veut dire que nous avons ici une grosse pointure de la communication qui va parler avec nous ce soir. C'est la raison pour laquelle je vous invite à continuer à partager le lien parce qu'on a des bonnes choses à apprendre. Alors, il met son service au profit des installations. Il est consultant en communication. Et ce soir, nous avons le plaisir, chers amis Toastmasters, de le recevoir. Il vient partager sa grande expérience, son savoir raffiné, et il va nous parler ce soir d'un thème particulier qui va intéresser beaucoup de Toastmasters parce qu'on est tous des orateurs. Maintenant, on va se poser la question de savoir comment passer de orateur à formateur. Chers amis, je vous prie d'accueillir ici le DTM Georges Hamelon. DTM, s'il vous plaît, c'est à vous la parole. Merci, merci à tous. C'est un honneur pour moi d'être avec vous ce soir. Véritablement un honneur parce que tout simplement, à chaque fois qu'on me demande de transmettre, je me sens honoré, forcément. Parce que la transmission, nous l'avons reçue de nos aînés et il faut bien entendu que la nouvelle corde se tisse au bout de l'ancienne. Je crois que c'est ce qu'on dit en Afrique et c'est quelque chose qui est on ne peut plus valable. Alors ce soir, la mission que m'a confiée la DTM Edith Rouha, c'est de venir parler avec vous de la manière dont on peut évoluer du niveau orateur d'un club à celui de formateur chevronné. Et c'est pour ça que je suis avec vous ce soir. Alors, j'essaye de partager mon écran, tout simplement, pour que vous puissiez suivre avec moi ce que j'ai préparé et que j'ai envie que vous puissiez suivre ce soir. Alors, si tout le monde voit mon écran, est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Didier, nous voyons, mais ce n'est pas en diapo. Ah, ce n'est pas en mode diapo, alors je Voilà. vais essayer de l'ajuster Oui, pour que ce soit le cas. oui. Je vais faire en sorte que vous puissiez quand même suivre l'ensemble de ce que je mets à votre disposition. DTM, on voit que vous êtes en mode diapo, sauf que il nous montre en même temps les notes à droite et la diapo, et la solution se trouve dans l'un des boutons en dessous de votre... Oui, c'est bien ce que j'essaye de faire. D'accord. C'est bien ce que j'essaye de faire, mais pour le moment, il ne me donne pas la possibilité d'aller plus loin. Alors, je vais tout Oui, simplement il va l'agrandir en haut là. Ah, c'est parti encore. le partage s'est arrêté. Je vais le reprendre pour être sûr que vous puissiez être avec moi. Alors, en attendant, je ne sais pas ce que Edith peut nous raconter d'agréable.
pour que nous puissions réellement nous distraire un tout petit peu avant que je réussisse cette petite manœuvre technique qui va demander juste un tout petit peu de temps. Ce que je peux Alors, DTM raconter Edith. d'agréable, oui, dit Georges Amelon, qu'est-ce que je peux raconter d'agréable? En compagnie de mon modérateur, bien sûr, c'est que il serait très bien que nous trouvions une occasion spéciale pour inviter ces teneurs de Toastmasters, ces leaders qui nous ont fait la faveur de devenir des membres Toastmasters en Afrique de l'Ouest, comme dit Thiem Georges Amelon, comme le père fondateur de la Côte d'Ivoire et comme euh, le 10e gazebo. Il faut qu'on trouve une table ronde autour de laquelle vous allez nous raconter un peu vos péripéties, parce que je sais qu'un temps vous nous parlez de comment vous vous déplacez de Cotonou pour Burkina, pour Niamey, pour la Côte d'Ivoire, entre vous. On aimerait bien avoir l'histoire un jour, n'est-ce pas, Thierry? Absolument, absolument DTM Edith. Ce serait vraiment intéressant parce que de savoir que nous avons des DTM en Afrique, notamment au Bénin, qui ont plus de 20 ans, enfin, qui sont DTM qui sont Toastmasters depuis plus de 20 ans et qui ont partagé leur expérience. Je pense que ce serait vraiment intéressant, justement. Ça pourrait être un élément catalysateur, un élément motivateur pour d'autres personnes de venir également et de découvrir le mouvement Toastmaster. Et je pense que c'est justement une belle occasion ce soir, avec le DTM Amelon, d'avoir et de partager sa riche expérience. Je suis très content de voir que le nombre de participants augmente, donc n'hésitez pas, continuez à partager le lien parce qu'on a de belles choses à apprendre ce soir. J'ai l'impression que son diapositive est déjà bien fixée. Ok. DTM, si vous Il me confirmez, semble, voilà. Donc, j'espère que vous l'avez maintenant en mode normal, en mode diapo oui, normal, en mode bien. exactement. Nous l'avons déjà. Donc, on vous repasse la parole, DTM maintenant. Merci Thierry, merci Edith. Alors, je crois nous avons perdu un peu de temps, alors je vais pouvoir y aller pour ne pas faire trop attendre. Comment est-ce qu'on fait pour passer d'orateur à formateur? Ça, c'est l'une des choses que certains jeunes nous posent comme question quand ils nous voient faire des formations. Eh bien, pour moi, il faut se dire une chose toute simple. La première, c'est que orateur et formateur, c'est deux types de communicateurs, deux types de communication, mais également deux univers différents. Il faut en être conscient. Et qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux univers? D'abord, je vais commencer à vous parler de ce qui réunit ces deux types de communicateurs. Parce que ces deux types de communicateurs, orateurs et formateurs, ont quatre obligations en commun. La toute première obligation, c'est de maîtriser la communication orale. Mais il y a également que ces personnes-là doivent captiver et maintenir l'attention de leur auditoire, de leur public. Deuxième obligation commune. Donc, et la troisième, c'est que qu'on soit orateur ou qu'on soit formateur, il faut être capable de parler clair, de parler cohérent, mais également d'amener énormément de charisme pour que les personnes qui vous écoutent puissent vous trouver crédible et vous suivre dans ce que vous êtes en train de dire. Enfin, il y a une quatrième norme, c'est qu'il faut absolument, qu'on soit orateur ou formateur, s'adapter totalement au public qui est le sien. C'est là que se limitent les choses qu'un communicateur et que les deux communicateurs ont en commun, qu'ils soient orateurs ou qu'ils soient formateurs. Après, nous allons examiner les différences. Et l'une des premières différences, c'est que le communicateur qui est orateur
pourrait très bien dire, ma relation avec le public est unidirectionnelle. Je parle, le public écoute et il est souvent spectateur. Et à l'opposé, le formateur lui dirait, ma relation avec le public est interactive, elle est participative. Je parle, c'est vrai, mais j'écoute aussi. Et de la même façon, le public écoute et puis il réagit. Il faut dire également que les objectifs sont différents, qu'on soit orateur ou formateur. L'orateur est là pour informer, pour convaincre, pour inspirer, pour émouvoir son auditoire. C'est ça qui le tient quand il prend la parole. Mais le formateur lui dirait que son but, son objectif, c'est de transmettre des connaissances, de transmettre des compétences, des savoir-faire. En fait, il dirait qu'il parle pour enseigner et pour faire progresser. L'une des choses aussi qu'il faut toujours prendre en compte, c'est les contextes qui sont différents. Si vous y regardez de près, un orateur, pour impacter, doit parler court, quelques minutes, rarement 1 heure. Quand un orateur prend la parole pendant plus d'1 heure, il s'appelle Fidel Castro, ce genre de leader révolutionnaire que nous avions à une époque qui était capable de tenir les gens en haleine pendant plusieurs heures. Autrement, un orateur doit ne jamais fatiguer son public, donc il aura des interventions qui seront courtes. Par contre, un formateur a besoin de temps pour transmettre. Alors, ce sera plusieurs minutes. Ce sera des heures s'il le faut, des journées, et même plus si c'est nécessaire, parce que une formation, ça peut être tout un cycle. Et à partir de ce moment-là, il faut bien qu'il prenne son temps pour délivrer tout ce qu'il a à partager avec son auditoire. Un autre élément qui fait la différence, ce sont les méthodes qui sont utilisées. Si vous prenez par exemple un orateur, il va user de la rhétorique. Il va travailler avec le storytelling, avec tout ce qui concerne l'expression orale, et il se concentrera pour l'essentiel sur son message et sur l'impact émotionnel qu'il est capable de provoquer. Maintenant, le formateur, lui, va utiliser essentiellement des méthodes pédagogiques, des méthodes andragogiques quand il parle à des adultes. Et ces méthodes-là, elles seront faites de théorie, de pratique et puis d'évaluation. Lui, le formateur va se concentrer avant tout sur le fait que son auditoire comprenne exactement ce qu'il dit et s'en serve pour progresser. C'est là que se trouve le but ultime pour lui. Alors, si on doit résumer tout ça, on dira tout simplement que l'orateur parle pour convaincre ou inspirer, alors que le formateur, lui, il parle pour enseigner et faire progresser. Une fois qu'on a compris ces deux choses-là, il ne reste qu'à l'orateur, s'il veut basculer vers le rôle de formateur, de comprendre exactement comment ça marche. Alors, comment est-ce qu'on devient formateur quand on est déjà orateur? Eh bien, l'une des choses qu'il faut savoir avant tout, c'est qu'on peut le faire en respectant 5 étapes. Et ces 5 étapes sont les suivantes. D'abord, il faut bien se rendre compte que d'orateur à formateur, il y a forcément un changement de posture. Il faut se former également à ce qu'on appelle la pédagogie ou à l'andragogie. La pédagogie quand on s'adresse aux plus jeunes, l'andragogie quand on parle face à des adultes. Après, il faut adapter les outils dont on se sert et le style que l'on a à la mission qui est désormais la vôtre, qui est celle de faire progresser les autres. Il faut adopter une posture qui est une posture d'accompagnement.
Et puis enfin, il ne faut jamais oublier de pratiquer et de se faire évaluer au fur et à mesure qu'on pratique. Ce sont les 5 étapes et je vais les détailler les unes après les autres. La toute première étape, il faut en tenir compte, c'est le changement de posture. Un formateur est désormais dans la posture de quelqu'un qui veut provoquer chez les autres un changement qui soit durable. Il doit faire en sorte que les autres en sachent plus, qu'ils aient davantage de savoir-faire, davantage de savoir-être. Tous ces éléments-là sont capitaux pour que celui qui est mis à la disposition du formateur pour s'enrichir puisse véritablement aller de l'avant. Maintenant, l'autre chose, c'est qu'il faut qu'il ait conscience d'agir avec le public, pas sans le public. Le public, là, n'est plus passif à l'écouter. Ce n'est plus lui qui décide tout simplement de le mouvoir. Il doit se mouvoir avec ces personnes-là qu'il fait avancer. Il doit donc faire en sorte d'accompagner de façon constante l'apprentissage qui est celui des personnes mises à sa disposition. Changement de posture, c'est la première étape. Mais la seconde étape, c'est la formation dont le formateur lui-même doit bénéficier. Parce qu'il doit apprendre forcément à concevoir des objectifs pédagogiques qui sont clairs, précis. Et qu'est-ce que nous entendons par objectif pédagogique? L'objectif pédagogique, c'est la destination. Où est-ce que je veux conduire ces apprenants qu'on a mis à ma disposition? Et une fois que j'ai compris où je dois les amener, il faut également que je structure leur progression. On parlera en général d'escalier parce que au fur et à mesure qu'on avance dans l'apprentissage, il faut que les difficultés grandissent petit à petit et que l'apprenant s'y adapte. On parle d'escalier de progression. Il faut faire en sorte que ce soit de façon simple ou plus complexe, la progression de l'apprenant se fasse, qu'il aille d'un point à un autre en allant de plus en plus haut vers la destination qui a été fixée par les objectifs pédagogiques. Maintenant, pour le faire, l'une des meilleures manières d'agir, c'est ce qu'on appelle les méthodes actives. Là, le formateur est là pour que l'apprenant puisse l'écouter mais s'exprimer en même temps. Et c'est pour ça qu'il lui donnera des exercices. C'est pour ça qu'il lui fera faire des études de cas. C'est pour ça qu'il lui demandera au besoin d'entrer dans des jeux de rôle. Il faut coûte que constamment l'apprenant soit confronté à une difficulté dont il va chercher la solution. Et c'est pour ça que les méthodes actives sont les meilleures, parce qu'il permet à l'apprenant de réfléchir par lui-même et au fur et à mesure de progresser. Nous aurons également la possibilité d'évaluer, quand nous sommes formateurs, les acquis qui sont ceux de nos apprenants. Il faut constamment savoir où ils en sont. Et si on arrive à savoir où ils en sont, eh bien, ça signifie qu'on peut les faire avancer d'un pas de plus. C'est pour ça que les besoins du groupe sont prioritaires et que l'approche du formateur doit en tenir compte de façon constante. C'est lui qui doit se poser la question de savoir à chaque fois ce qu'il peut amener de nouveau, ce vers quoi il doit faire progresser ceux qui apprennent étape après étape en allant de plus en plus haut, en confirmant les acquis qui sont ceux des personnes qui l'enseignent. Là, une fois que nous décidons d'être formateurs, la formation, elle doit se faire. Et elle va se faire par le biais d'une formation des formateurs. C'est quelque chose dont on parle beaucoup.
mais ça va être aussi par l'apprentissage de différents éléments qui confirment progressivement votre statut de formateur. Et parmi ces instruments-là, il y a la maîtrise des outils. Pensez à une chose, un formateur peut se servir du moins des outils qu'il a en tant qu'orateur. Parce que orateur, il est déjà capable d'un certain nombre de performances. Et donc, ces performances, il va s'en servir justement pour soutenir l'apprentissage qu'il est en train de prodiguer. Je vais vous donner quelques exemples. L'orateur, il veut captiver notre attention, il fait du storytelling, il raconte une anecdote. Mais quand il s'agit du formateur, il va se servir justement de l'anecdote pour faire réfléchir de façon interactive. Ça signifie qu'il ne va pas se contenter de raconter. Il va demander d'en discuter. Et à ce moment-là, ce n'est plus seulement lui qui a la parole. C'est l'ensemble du groupe qu'il est en train de former qui débat d'une question et qui fait avancer la réflexion. Une autre chose, c'est que il est fréquent que les orateurs posent une question rhétorique, une question à laquelle ils vous demandent tout simplement de vous accrocher pour eux-mêmes vous donner une solution qui est souvent leur opinion sur la question. Et bien là, plutôt que de donner sa solution à lui, le formateur fera discuter les participants encore une fois. L'interaction est capitale. Il faut qu'il fasse en sorte que le débat s'instaure et que la lumière jaillisse de ce que les cervelles se frottent les unes aux autres. Maintenant, là où l'orateur veut inspirer, il veut faire en sorte que les gens aillent vers un but par la magie de sa parole, eh bien, le formateur, lui, poussera ses apprenants à expérimenter eux-mêmes la question à laquelle ils sont confrontés en se disant comment on fait pour y arriver? Est-ce en prenant tel chemin, on y arrivera? Est-ce qu'au contraire, il faut aller vers une autre destination? Et c'est par l'expérimentation que l'apprenant recevra ce qu'il doit recevoir. C'est là qu'il va être capable de confronter ses limites à un savoir nouveau qui lui permettra d'en acquérir davantage. Voilà les méthodes qu'utilise un formateur. Maintenant, ne jamais oublier que dès qu'on est formateur, il faut se trouver dans une posture d'accompagnement. Alors, à partir du moment où on est formateur, on délaisse le monologue qui est celui de l'orateur pour le dialogue. On ne parle plus seul. On parle avec les autres, on converse avec les autres. On les fait réagir et on les écoute. On les écoute beaucoup plus même qu'on parle au besoin. Parce que quand on est formateur et que les apprenants s'expriment, ils font progresser le débat et votre rôle est simplement de l'orienter de façon à arriver à une destination qui fera consensus. Et c'est là qu'on sait que l'accompagnement progresse véritablement. Il faut également faire en sorte que ce ne soit pas seulement parce qu'on qu'on leur tient la main et qu'on les amène vers une destination que les gens prennent de l'étoffe. Il faut qu'ils trouvent une certaine autonomie, les apprenants. Il faut qu'ils soient capables, même par émulation, en se frottant les uns aux autres, en se confrontant les uns aux autres, que chacun trouve son chemin et s'enrichisse du fait d'être avec d'autres personnes. C'est ensemble qu'on grandit grâce à un formateur. L'autre chose qu'il faut toujours garder à l'esprit,
c'est qu'être formateur n'est pas donné à n'importe qui. Il faut bien souvent que le formateur soit bienveillant. Il faut qu'il ait de la patience, mais aussi qu'il ait cette formidable capacité à regarder les dynamiques de groupe qu'il provoque et à les gérer. Parce qu'à chaque fois qu'un formateur est face à ces personnes-là qui doivent travailler avec lui, il faut qu'il fasse en sorte que ces personnes-là agissent ensemble et gardent cette manière d'être soudées pour aboutir ensemble à l'objectif qu'il leur a fixé. Maintenant, la chose qu'il faut garder à l'esprit et qui est très importante pour un formateur, c'est que régulièrement, il doit pratiquer, former des gens et en prendre l'habitude. Ce n'est pas faire de temps en temps quelque chose et puis l'oublier pendant 6 mois, pendant un an. Il faut être régulier dans la formation. Il faut donc animer des ateliers. Il faut animer des webinaires. Il faut animer des sessions de formation. Là où vous vous trouvez, autant que faire se peut, si vous pouvez faire progresser les gens, n'hésitez pas à le faire. Proposez, s'il le faut, un cycle de formation qui vous permettra à vous-même de vous confronter régulièrement à cette réalité qui est celle de transmettre du savoir à d'autres personnes. Maintenant, n'oubliez pas, ce n'est pas parce que vous êtes formateur que vous détenez la science infuse. Et c'est pour ça qu'il est utile que le formateur soit évalué par des apprenants. Les apprenants vous diront comment ils ressentent votre formation. Ils vous diront également comment ils regardent vos méthodes. Et vous, ça vous permettra de vous ajuster au fur et à mesure que vous êtes en train de pratiquer. Il faut tout faire pour qu'à chaque fois, là où vous avez des faiblesses, elles puissent être corrigées. Et puis, l'une des choses qui peut vous apporter beaucoup aussi, c'est de constamment regarder d'autres formateurs faire. Surtout quand ils sont très expérimentés, il n'est pas rare qu'ils vous apportent de petites ficelles qui vous permettront de grandir encore davantage. Tous ces éléments-là vous permettent de basculer du rôle que vous aviez auparavant, celui d'orateur, à celui de formateur. Et encore une fois, n'oubliez pas, l'orateur, lui, il est là pour convaincre et inspirer. Le formateur, lui, il parle pour enseigner et faire progresser. Voilà les grandes lignes de ce que j'avais à vous dire. Et je suis à votre disposition pour que le débat s'ouvre sur cette question de la formation et que nous puissions vraiment aller un peu plus avant encore dans tout ce que je viens d'essayer d'apporter. Merci de m'avoir écouté. Merci infiniment, DTM Amelan, pour cette présentation. Est-ce qu'on peut lui envoyer des émoticônes, s'il vous plaît, des cœurs, des applaudissements pour cette brillante formation que nous venons d'avoir? Merci infiniment. D'orateur à formateur, quelles sont les différences? Comment est-ce qu'on évolue du stade d'orateur à formateur? Et nous passons à présent à la session des questions-réponses. Et comme je vous ai invité à le faire, je reçois déjà des questions sur le chat, dont des thèmes blanc. Nous avons quelques questions. Nous avons une question de Medeiros qui dit merci DTM Georges pour cette superbe formation. Alors, il voudrait savoir, est-il obligatoirement nécessaire d'être un orateur pour devenir un excellent formateur? Et c'est deux questions en une. Si oui, quels sont les avantages? Alors, je reprends la question. Est-il obligatoirement nécessaire d'être un orateur pour devenir un excellent formateur? Si oui, quels en sont les avantages? Ça, c'est la première question. Alors, je vous rappellerai que vous avez tous été confrontés à des professeurs qui connaissaient très, très bien la matière qu'ils enseignaient, mais qui avaient beaucoup de mal à partager avec vous.
souvent parce qu'ils ne savaient pas s'exprimer. Je l'ai dit tout à l'heure, l'une des choses que le formateur doit savoir faire, c'est pratiquer l'expression orale. Être capable de mettre des mots sur chaque chose qu'il dit, mais également de pouvoir apporter toute la clarté qu'il faut pour que ce qu'il enseigne ne demeure pas opaque. Et c'est un avantage justement d'être déjà un orateur performant, puisque à ce moment-là, il est bien plus aisé de s'exprimer. Il est bien plus aisé de partager, de dire avec beaucoup plus de facilité en se mettant à la hauteur du public qu'on a, il est aisé de transmettre. C'est tout l'avantage d'être un orateur avant de devenir formateur. Mais sachez-le, dès l'instant où on fait des sessions de formation, des formations de formateurs, l'une des choses aussi qu'on apprend, c'est l'art de la parole dans ce genre de sessions-là. On habitue les gens à s'exprimer. Vous le savez très bien, par exemple, quand les gens font des séries scientifiques, ils regardent le fait de s'exprimer comme un détail. Sauf que le moment venu, quand ils sont confrontés à des apprenants, le détail devient très important parce qu'à ce moment-là, toutes les choses que vous avez dans votre tête, il faut pouvoir les mettre à la disposition de ceux qui vous écoutent avec des mots simples, mais surtout avec logique et avec clarté. Voilà pourquoi il est bon d'être orateur aussi. Ça ne suffit pas, il faut avoir un bon bagage aussi de formateur parce qu'il faut bien connaître la matière à laquelle on est confronté pour transmettre. Mais si vous connaissez bien la matière, mais que vous ne savez pas vous exprimer, forcément vous partirez handicapé. Voilà ce que je peux répondre. Et j'espère que j'ai répondu à la question. Oui, je pense que vous avez répondu. De Medeiros dit merci infiniment pour cette réponse convaincante. Nous poursuivons avec la deuxième question. De façon générale, faut-il un profil requis pour être formateur? Et à Toastmaster International, faut-il être à un niveau de discours pour basculer d'orateur à formateur? Donc, je reprends rapidement la question. C'est, faut-il un profil requis pour être formateur? Et à cela, faut-il avoir un niveau de discours particulier chez Toastmaster pour basculer d'orateur à formateur? La première chose que je dirais, c'est que pour former d'autres, il faut avoir des connaissances à mettre à leur disposition. Et le formateur n'est pas forcément celui qui a de grands diplômes, mais c'est celui qui a assurément des connaissances. Si vous prenez quelqu'un qui est un couturier, il vous apprendra des astuces pour faire correctement un ourlet, mais il faut qu'il ait les connaissances requises. Si vous prenez une coiffeuse, elle vous enseignera de quelle façon aligner des tresses pour qu'elles soient harmonieuses. Mais là, déjà, ce bagage-là. En fait, le formateur, c'est celui qui a un bagage au départ. À Toastmaster, on évite en général de mettre les gens en position de formation tant qu'ils n'ont pas franchi un certain niveau. C'était ça déjà avec l'ancien programme. Avec Pathways, je n'en connais pas tous les détails, mais je pense aussi que je n'ai vu faire appel en tant que formateur qu'à des gens qui avaient quand même franchi un certain niveau et qui pouvaient s'exprimer très facilement face à un public. Donc, je pense qu'il faut avoir d'un côté des connaissances, un bagage à propos duquel on peut s'exprimer et partager, mais il faut également avoir un minimum de savoir-faire dans le domaine de l'art oratoire pour pouvoir partager aisément, se faire comprendre aisément et édifier les personnes qui vous écoutent. C'est de ça qu'il s'agit. Très bien. Alors, on va encore prendre peut-être deux ou trois questions et on va passer à une autre étape de notre soirée.
Merci DTM pour votre belle diction. C'est Nicole Baguedi qui le dit, que j'apprécie beaucoup. Pouvez-vous nous partager brièvement votre propre expérience lorsque vous passiez d'orateur à formateur? Est-ce que c'était difficile ou alors est-ce que c'était facile? Alors, je vais vous dire, formateur à Toastmasters, ça n'a pas été un grand problème pour moi. Pourquoi? Je disais quand j'étais plus jeune que je n'enseignerais jamais. Mais le système que nous avions au Bénin dans les années Révolution m'a contraint à aller enseigner. Quand j'étais en deuxième année d'université, on m'a fait faire le service militaire et dans le service militaire, il y avait forcément de l'enseignement. On allait vers des lycées, des collèges pour enseigner. Et on m'a poussé à enseigner l'histoire et la géographie. Et j'y ai pris un goût particulier tout simplement parce que je me suis inspiré d'un professeur que j'avais et qui, chose miraculeuse, avait réussi à faire de moi le premier en physique-chimie de ma classe. Ça, je peux vous dire, les sciences, c'était pas mon affaire. Mais ce professeur, qui était un vieux professeur espagnol, nous parlait de la physique ou de la chimie exactement comme s'il vous contait une histoire. C'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré. Alors, une fois qu'on m'a demandé d'aller enseigner l'histoire et géo, je me suis amusé à reprendre ses méthodes. Je venais raconter une histoire. Je partais de ce qui se passe aujourd'hui sur notre continent, dans le monde en général, et je remontais ensuite à l'histoire. Ce qui faisait que j'avais des classes scientifiques. Tout le monde me promettait que personne ne viendrait à mes cours d'histoire et géo. Mais d'un bout à l'autre de l'année, mes classes ont toujours été pleines. Parce que tout simplement, je savais intéresser. Je me suis efforcé de faire ça. Et c'est ce qui m'a donné le goût de la transmission. Je suis resté enseignant, je continue à enseigner jusqu'aujourd'hui, sauf que le domaine a changé. Maintenant, j'enseigne plutôt le journalisme. Et j'avais ce bagage-là avant d'arriver à Toastmaster. Il m'a donc été plus aisé d'être formateur à Toastmaster parce que j'avais en quelque sorte déjà un peu de métier. La première fois que j'ai enseigné, c'était en 1979 et je n'ai pas arrêté depuis. C'est pour vous dire que j'avais une certaine expérience et c'est avec cette expérience que je suis arrivé à Toastmaster. On m'a beaucoup reproché à Toastmaster au départ d'être trop sérieux. Et l'une des choses que j'ai dû apprendre à Toastmaster, c'est à pratiquer de temps en temps l'humour. Ça m'a permis de m'enrichir aussi et de faire en sorte que mes formations soient plus attrayantes, plus attrayantes du moins. C'est pour vous dire que, en vérité, Toastmaster est capable de combler certaines lacunes, même chez un formateur chevronné comme moi. C'est les choses que je peux partager avec vous. D'accord, très très bien, très bien, c'est juste excellent. Et nous avons la DTM Edith Ouai qui dit que vous avez été son professeur d'histoire et de géographie en classe de cinquième dans les années 90-91. Donc vous avez dans la salle aujourd'hui votre ancienne élève. Et donc on va se séparer avec deux dernières questions. Je vous prie de répondre rapidement parce qu'on va passer à une autre étape de notre soirée. Alors la première, c'est quelles erreurs commettent souvent les orateurs qui se lancent dans la formation? Il est spécialisé en oratoire, il se lance dans la formation, quelles erreurs on peut avoir? Et dernière question, comment gérer les interactions, les questions et les résistances dans un contexte de formation? L'une des premières choses dont il faut se persuader quand on est formateur, c'est qu'on n'a pas la science infuse. Surtout aujourd'hui, que tous nos élèves et étudiants ou jeunes Toastmasters que nous formons disposent des réseaux sociaux, de la facilité d'aller interroger Google ou autre site qui est capable d'apporter de l'information. Faites attention à ce que vous allez leur dire. Soyez certains de vraiment maîtriser ce que vous mettez à leur disposition. En réalité, le piège que beaucoup d'orateurs ont sous leurs pieds quand ils décident de faire de la formation, c'est de penser que c'est sur eux, c'est vers eux que doivent être tournés tous les regards.
Ils oublient de partager. Ils oublient de faire participer. Ils oublient que la formation doit être nécessairement interactive et qu'il doit y avoir un véritable brassage. Et à ce moment-là, ils ont l'impression que le message doit être univoque. Eh bien, la plus grosse erreur à faire, c'est de ne pas savoir partager, échanger avec les autres. Parce que les personnes en face desquelles vous êtes ne sont jamais venues à Toastmaster en étant complètement vides. Chacun d'entre eux a eu son parcours, chacun d'entre eux a eu son vécu, a connu ses vérités, a été confronté des fois à des choses que vous n'imaginez même pas, professionnellement comme dans la vie de tous les jours. Alors ne croyez pas que vous êtes au-dessus. C'est l'une des choses qu'il faut constamment garder à l'esprit. Et c'est pour ça que justement le formateur doit avoir beaucoup d'humilité, venir partager ce qu'il lui sait d'une question, mais savoir écouter les autres aussi, pour en prendre de la graine au besoin. Bien, ça c'est très bien point. Maintenant, comment on gère les interactions, les questions et les résistances dans un contexte de formation? Est-ce que vous avez déjà été confronté à cela, peut-être? Bien sûr, vous savez, encore une fois, il faut avoir beaucoup d'humilité et être capable de dire au besoin, pour répondre à une question, vraiment, je ne sais pas, nous irons chercher ensemble. Parce qu'il est clair que vous pouvez effectivement ne pas avoir tous les éléments pour répondre à une question. Il faut faire en sorte tout simplement que malgré ce handicap-là, le partage des connaissances se fasse. Et si vous vous retrouvez en face de quelqu'un qui conteste votre manière d'enseigner ou ce que vous enseignez, eh bien, demandez-lui de proposer ses vues sur la question. Et si ces vues sont pertinentes, mais pourquoi ne pas les accepter? Si vous remettez la parole au sein du groupe, si cette personne n'est pas pertinente, il n'est pas rare que ce soit le groupe qui le lui dise. Et à ce moment-là, vous êtes affranchi de ce devoir de devoir le faire taire ou je ne sais pas trop quoi. Le groupe s'en charge pour vous. En vérité, vous avez, étant formateur, une autorité qui n'est que très temporelle et qui peut être contestée à tout moment. Alors, il faut trouver le moyen qu'elle soit flexible. Parce que contrairement à ce qu'on croit, le pouvoir n'est pas l'autorité. Ce n'est pas la même chose. Waouh, ça c'est une parole de sagesse. Le pouvoir n'est pas l'autorité. Ça c'est un sujet de philosophie ça, au bac, hein. Le pouvoir n'est pas l'autorité. Je crois que ça pourrait être intéressant. Le pouvoir n'est pas l'autorité. Merci infiniment d'été Mamelon. Je crois qu'on doit encore applaudir, on doit encore envoyer des cœurs s'il vous plaît. Ça mérite vraiment des applaudissements. Cette masterclass, ça porte bien son nom. C'est une masterclass. On a appris des choses extraordinaires sur le fait de passer d'orateur à formateur et comment justement avoir cette humilité. C'est un mot qui est revenu, humilité, humilité, de reconnaître qu'on ne connaît pas tout. Même si on est devenu un formateur, on ne sait pas tout. Alors, c'était ça la masterclass qu'on avait ce soir. On va passer à une autre articulation de notre soirée. Et là, je vais repasser la parole à la chère DTM Edith. Et ça va être un espace surprise. Qu'avons-nous maintenant, chère DTM Edith? C'est quoi la surprise? Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous pouvez ouvrir vos caméras pour applaudir très très fort cette belle équipe, le formateur et notre modérateur de ce soir, s'il vous plaît. Envoyez des cœurs, je n'en vois pas. Envoyez, 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 applaudissez. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup. Il y a assez de cœurs dans le chat là. Dixième, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arrêter votre partage? Merci.
Je le fais tout de suite. Merci beaucoup. Et ça nous plairait également de voir votre visage de sage, s'il vous plaît. Parce que je sais qu'il y a des participants qui sont venus après, donc ils n'ont pas pu voir lorsque vous étiez là au début. Je vais le faire d'un moment à Merci l'autre. beaucoup. À présent, chers amis, nous allons passer à la surprise. Oui, la surprise de ce soir, parce que vous savez que cette année, le comité TLA, nous avons décidé de partager, de donner les cadeaux. Même bientôt, c'est Noël, donc nous avons toujours un cadeau dans notre sac. Et puis ce soir, nous allons découvrir ensemble quelque chose de spécial. Et voilà, nous avons quelques éléments que nous allons partager avec vous et vous allez nous dire le leader qui se cache derrière ces éléments. Le tout premier élément, on peut vous dire que ce leader est mon Toastmaster depuis 2008. Je suis sûre que vous êtes en train de chercher dans votre tête. 2008. À quelle année Toastmaster est venu en Afrique de l'Ouest? Et moi, je suis allée chercher, j'ai dit 2008. Allons-y. 2008. Et son club, c'est Bronx à New York. Je suis allée chercher. J'ai cherché. J'ai trouvé. Une minute, une seconde. Hein. Un, deux, trois. Je passe au deuxième élément. Parce que je sais que vous n'allez pas trouver. Ce leader a été directeur régional de 2018 à 2019. Directeur régional. Directeur régional. Un, deux et trois. Je passe. Il a été directeur gouverneur, district gouverneur de 2014 à 2015. Et oui, au moment où l'Afrique de l'Ouest est en train de vouloir faire tout ce qu'il faut pour devenir district, bien sûr. Donc, on y va. Un, deux et trois. Bon, je suis sûre que le dernier élément va vous permettre de me dire qui c'est. J'ai envie de l'appeler la mère Toastmaster de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Qui ça peut être? Makoli, Allons-y. Makoli, Pardon? C'est qui? Makoli. Sister Dan. Macaulay. Attendez, on va voir si c'est vrai. Ouais, C'est c'est Macaulay, la c'est chère Macaulay. directeur DTM Instantaneous. Jostanet Macaulay. Et voilà. Voilà. Et qui a donné la bonne réponse? Parce que j'entends une seule voix. C'est qui, s'il vous plaît? C'est Madougou. C'est Madou. Oh, mon master. Oh, d'accord. Très Il y a bien, des vous réponses dans le allez. chat. Il y a des réponses dans le chat. Hein. Don Seka Prosper. Il y a des réponses dans le chat. Ah, il y a des réponses dans le chat. Attendez, je jette Oui. un coup d'œil quand même pour voir. Oh non, c'est pas John Seka, c'est pas le dixième John Seka. Euh, Nadine Habillé. Nadine Habillé. D'accord. Sista Don, oui, je comprends. D'accord. Au lieu de prendre mon Zoom Master, je préfère prendre Nadine Habillé. Donc, Merci, la Elizabeth. gagnante sera notre directeur de secteur 14, certainement du district 94, n'est-ce pas? Du 1094. D'accord. Elle va partir avec ce certificat. Je vais mettre son nom. Et elle partira également avec un livre. Ce livre atteint Oh, l'excellence de Robert Greene. Voilà le cadeau que le comité Tchelai a dans son sac ce soir. Bravo et félicitations. Écrivez-moi juste en inbox en me donnant votre adresse email et je vous enverrai et le certificat et le livre numérique. Bravo et félicitations à vous. Chers collègues Toastmasters, distingués C'est invités, bon pour nous voilà. d'avoir les réponses. C'est bon pour nous d'avoir les réponses.
Voilà ce que nous avons essayé de préparer pour vous, pour cette belle soirée de notre masterclass mensuelle du mois de novembre 2025. Je dis une fois encore merci à notre distingué Toastmaster Jean Jamelon, mon mentor, professeur. En tout cas, quand j'ai mis pied à Toastmaster la première fois dans le club Eloquentia, c'est lui seul qui a fait que j'ai adhéré en même temps. Parce que quand je l'ai vu, j'ai dit, ah, donc c'est un bon club, je peux continuer. Merci beaucoup et merci à notre modérateur. Il a été excellent. Thierry, bravo. Merci pour ta disponibilité parce que je sais quand est-ce que je t'ai appelé. Donc, vraiment, merci, merci, merci. Et merci à tous les participants, que ce soit du district 94, du district 130. Merci à vous. Et n'oubliez surtout pas que nous avons notre after work le deuxième du mois, qui sera pour le 24 novembre 2025 à 19h GMT avec nos divisions. Il s'agira de la division B et la division D du côté des anglophones. Écoutez, la dernière fois, certainement, ceux qui n'étaient pas là pour la division B, vous avez raté quelque chose. Le 24, ne ratez surtout pas. Il y a encore de bonnes surprises pour vous. Très bonne soirée à tous. À bientôt. C'est l'espace d'échange, hein. Vous pouvez échanger avec le DTM si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Et voilà. Merci et bonne soirée à tous.